Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous recevons un auteur, poète, mais qui est aussi chercheur, commissaire d'exposition, conférencier, et qui a écrit de très nombreux ouvrages sur les traditions, la culture, le patrimoine de la Martinique, et en particulier sur le belait, une pratique que beaucoup pensent connaître. Mais cet auteur nous en révélera les secrets qui en font un véritable art de vivre de la Martinique. Nous recevons Jean-Marc Terrine. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre émission. Merci Zitata et les téléspectateurs aussi. Nous sommes ravis de vous avoir. Alors, comme je le disais en introduction, vous avez publié de nombreux textes et ouvrages, catalogues d'exposition. Vous êtes connu pour vos recherches sur les traditions et le patrimoine de la Martinique, et en particulier sur le belait. Et c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui, puisque vous avez publié un tout dernier ouvrage, Contes et paroles belait, polyphonie et esprit des bons lieux. Tout à fait. Alors, c'est votre troisième ouvrage, après la table ronde des derniers maîtres du belait, édité en 2004 aux éditions Hervé Chopin, puis Johanna Caïra 50 pas, édité aux éditions Sidica en 2023, dans lequel vous faites notamment référence au belait à travers les poèmes sur le morne Macroy. Oui, oui. Alors, on peut dire que vous êtes très intéressé par le belait. D'où vous vient cet intérêt pour le belait? Est-ce que c'est une histoire de famille? Oui, en effet, parce que ma famille paternelle vient de Sainte-Marie, du morne Besaudin. Mm-hmm. Et Besaudin, c'est un lieu mythique qui a gardé cette tradition et cette pratique du belait dans les hauteurs, dans les mornes. Et je suis très intéressé par cette manière de vivre qui s'appelle le belait. Une petite correction sur mon premier livre, c'est pas la table, c'est la ronde des derniers maîtres du belait. Ah pardon, la ronde des derniers maîtres, oui, c'est tout à fait, absolument. Oui. Alors effectivement, c'est un intérêt, mais vous avez aussi de la famille qui s'est beaucoup intéressée à ce sujet. Oui, en effet, puisque dans ces hauteurs, les gens vivent avec une proximité, ils se connaissent. Ils ont des relations, des filiations, il y a des familles du belait. Et puis, j'ai mon cousin, Jean, et son petit nom, Jean-Mico Terrine, qui est le fils de Gégé Galfetet, qui est un ancien tambouiller et conteur de là-haut, bien connu. Et donc, il a beaucoup vécu avec lui. Et quand je faisais mon premier livre, j'ai eu à échanger avec lui sur les pratiques du belait. Et on a beaucoup échangé aussi sur la vision profonde de ces pratiques, puisque Mico, c'est un artiste, c'est un architecte, donc il a cette vision du monde qu'il a partagée avec moi. Et dans ses réflexions, il m'a apporté des pistes qui me permettent justement de sortir ce livre dans cette vision, cet espace qu'il m'a apporté, une sorte de trace qu'il a ouverte sur la pratique du belait. Absolument, on va y revenir. Vous le citez à de très nombreuses reprises, effectivement, Jean-Mico Terrine. Mais d'où nous vient le belait? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu son histoire? Vous en parlez dans votre livre, effectivement. Est-ce que c'est une pratique de nos ancêtres esclaves ou qui a été reproduite, gardée par les habitants de Besaudin? Oui, dans mon premier livre en 2004, je reviens bien sur cette pratique, puisque j'échange avec ces anciens qui sont des maîtres du belait, comme Félix Caserus, Théonore, mon oncle, qui est décédé, tonton Théonore, qui était aussi un pratiquant du damier, avec Vincent Chevignac aussi, qui est parti aussi. Tous ces anciens sont partis. J'ai eu quand même l'avantage de pouvoir les rencontrer, mais bon, je les connaissais aussi depuis l'enfance. Et c'est vrai que dans ce morne, c'est un lieu de résistance et de fuite, puisque beaucoup d'esclaves ont marronné et souvent ils allaient dans les espaces d'accès difficile. Et Besaudin, c'est un espace que Besaudin est accolé au Piton. C'est un espace très, très difficile d'accès, avec des rivières, des mornes, la forêt qui va vers les Pitons, qui rejoint la côte Caraïbe. Donc ce sont des gens qui ont gardé ces pratiques et ont continué à vivre avec cette philosophie de vie qu'ils appellent justement une manière de vivre. C'est ça, toujours aujourd'hui? Toujours aujourd'hui, oui. Alors bien sûr, les campagnes ont beaucoup changé en Martinique, mais ces familles continuent à pratiquer le belait. J'ai un cousin d'ailleurs qui est venu m'accompagner
au Printemps des Poètes, que je salue, c'est Guy Albert Nérovic, qui a son groupe Belay, qui pratique le Belay toujours. Alors effectivement, dans votre ouvrage, vous dites bien que les anciens disent que c'est une manière d'habiter le monde. En quoi le Belay est une manière de vivre, comme le disent les anciens? Oui, c'est eux qui le disent. Ils le disent très simplement quand on leur demande de définir le Belay, juste ça. Et c'est ce qui m'a interpellé. Et Jean-Michel Terrine m'a aussi mis cette piste. Il me disait, Jean-Marc, on a traduit ce mot Belay en Belay, hein, parce qu'eux, ils disaient Bel Air, hein, et on avait l'impression qu'ils parlaient mal, qu'ils ne savaient pas parler le français, ou bien qu'ils disaient mal le créole. Et il me disait, non, Bel Air, c'est bel lait, en bel lait, un bel espace, un bon moment, un bon lieu, un bel côté. Léa Belle pour faire ça. Hein, c'est toutes ces dérivés de ce mot Bel Air qui m'a mis la puce à l'oreille, et j'ai travaillé dans ma poésie autour de cette manière d'habiter la Terre avec ces moments, depuis la vie sur Terre jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'intervient dans ce livre autant le conte que le Belay. Et finalement, on voit que c'est le même univers, le même espace. Alors effectivement, dans votre ouvrage, vous l'expliquez bien, hein, puisque vous dites, dans sa présentation d'un conteur de Besaudin, Vincent Chevignac dit Maître Cholot. Jean-Michel Terrine parle de Belay, donc séparé, Bel-lait, et non de Belay. Il lâche quelque chose dans la ronde, un mot nouveau. Dans une note de bas de page, il explique le Bel-lait, espace approprié à un usage déterminé, souvent écrit à tort, Belay ou Bel Air. Tout à fait. Oui. Et ça m'a beaucoup plu, sa réflexion, sa recherche. On en avait déjà échangé de ça en 2004, mais il a ressorti cette précision dans un livre qu'il a sorti en 2007 sur les contes. C'est un très beau livre, magnifique, parce que comme c'est un artiste peintre, il y a de belles images, et il explique justement très bien la fonction de la veillée mortuaire, et à travers plusieurs conteurs, il montre le déplacement des conteurs dans l'espace de la ronde et la symbolique de cette veillée. Justement, au-delà de la veillée qu'on voit comme ça, il a donné toute cette partie sacrée, mystique, et la fonction aussi anthropologique du conte. C'est un très beau travail qu'il a fait. C'est ça. Donc en fait, on passe, c'est dans les années 70, vous dites qu'on passe de Bel Air au Belay ou au bon lieu. Tout à fait. C'est à ce moment-là que se fait cette... Oui, alors les anciens disaient Bel Air. D'ailleurs, le premier disque de Belay s'appelle Bel Air. Hein, et les anciens, ils disent, et même encore les gens disent ça, Bel Air. Et après, on est arrivé à Belay, parce que peut-être pour les gens, un air, c'est un l'air. Bon, et il y a eu cette traduction rapide de Bel Air à Belay. Mais bon, dans mon ouvrage, je montre que, et même dans mon ouvrage en 2004 déjà, j'en parlais, il est difficile de croire en cette période d'assimilation que les pratiques du Belay puissent avoir une belle sonorité pour les gens qui étaient plutôt tournés vers d'autres musiques et qui voyaient d'un très mauvais œil la pratique de ces gens des mondes. C'est ça. Et alors de Belay, on passe à Bel-lait, de syllabes séparées. Oui, tout à fait. Oui, alors c'est la recherche du mythe, la recherche du sacré, la recherche des gestes perdus. Et on retrouve que en mettant cet espace, j'aime bien ce mot en créole, comme on dit, flanger, séparer, sa séparation du mot nous permet de redonner ce qui était perdu par la traduction. Parce qu'en fait, la traduction du mot qu'il disait Bel Air et de Belay puis à Belay en créole, la traduction, comme l'explique Méchonic, prend que le discontinu. Et il y a des choses qui ont été perdues dans la traduction. Alors j'essaie, dans ma poésie, de ramener des éléments, ce langage poétique qui est continu, qui exprime en fait tout, au-delà de la langue qui parle, mais du corps aussi, des gestes, des silences, des respirations, des mouvements. Tous ces éléments-là font partie du langage. Et c'est ce qui me permet peut-être de rattraper ce qui a été
collé. Donc, en séparant, je remets ces espaces. Vous remettez de la respiration, voilà. Vous remettez de la poésie. mais Jean-Michel Terrine avait un peu aussi, vous avez mis sur cette Tout à fait. Il avait commencé à fouiller l'igname, à enlever le tuteur et à commencer à faire la fouille. C'est ça, puisque vous le citez, vous dites, oui. C'est probablement ce que Jean-Michel Terrine a cherché à démontrer quand il dit et marque la présence de la parole et des gestes dans sa traduction du mot belley. Oui. Il veut retrouver le rythme et de la parole du monde besaudin et donner à la voix de l'espace dans le mot pour en faire non plus un mot univoque belley, mais des échos ou modulations. Oui. C'est pour ça que l'oralité, la transmission se fait comme ça, mais il est toujours bon de citer les gens qui vous disent des choses, parce que quand on lit un livre, on cite un auteur, et c'est bon de les citer. C'est comme Vincent Chevignac, ce conteur Cholot que j'ai bien connu aussi, comme Alain Légarès, quand ils disent des choses, il faut quand même dire que ça vient d'eux, c'est important. Ça fait partie aussi de la beauté de l'oralité et de sa profondeur. Et j'aimerais qu'on s'arrête un petit moment sur le titre aussi, parce qu'il n'est pas anodin. Vous dites conte et parole belley. D'abord, vous mettez conte en premier et vous mêlez ces deux univers du belley et du conte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Alors justement, je n'ai pas choisi la conjonction « et » pour faire conte et belley. J'ai choisi ce symbole typographique qu'on appelle une esperluette, parce qu'elle me renvoie à une image qui pourrait symboliser une corde, une liane. Et dans les mornes, on connaît bien la liane goudrelle qu'on donne aux animaux. Et puis, il y a aussi la corde, codium, code mao, qu'on utilise aussi dans les campagnes. Ça permet d'attacher, de faire corps. Ensemble, le même esprit, la même chose, le même univers. Et finalement, effectivement, quand on va lire ma poésie, on va voir que les gens qui pratiquent le belley ou le conte sont les mêmes acteurs ou actrices, on pourrait dire ce mot, parce qu'on voit par exemple Vincent Chevignac, il est un conteur, mais il est aussi dans le monde, dans l'univers du belley. Galfeter, qui était aussi un tambouiller dans le monde du belley, il est aussi un conteur. Donc il y a un passage, c'est comme un pont et une relation entre ces univers qui sont des familles, un même esprit, une philosophie. Et on retrouve ça dans cet univers, cette manière de vivre. C'est pour ça que j'ai mis ce symbole. C'est ça. Donc les contes sont très liés en fait à la pratique du belley. Et vous rajoutez en sous-titre, c'est pas non plus anodin, polyphonie et esprit des bons lieux. Oui. Alors la polyphonie, c'est une forme qu'on retrouve dans la musique avec des niveaux de chant ou d'expression qui sont différentes, mais qui se mélangent et qui donnent des sonorités fabuleuses, qui ont des origines bien sûr dans beaucoup de pays, qu'on retrouve en Afrique, en Inde, en Amérique latine, dans beaucoup de pays, on retrouve ces expressions musicales. Et le conte et le belley ont ces expressions polyphoniques. Alors je m'explique rapidement. Le belley, quand on écoute un morceau de belley, il y a d'abord le chanteur qui lance, ou la chanteuse qui lance le morceau. Il y a les répondants, la voix-réponse qui répond avec un autre chant. Il y a ensuite le boiteur, le musicien, le boitet, qui bat son ostinato, tac, pi, tac, tac, et intervient le tambouiller avec son phrasé. Il y a ce mélange de ces 4 niveaux de chant qui, le camaillé, comme on dit en créole, le camaillé, et qui donne le belley. Alors le conte... Le tout dans une très belle harmonie. Voilà. Et c'est pas un chant uniforme, à l'unisson. Et le conte, quand on observe les espaces, il y a le conteur, le maître de la parole, qui ouvre la veillée, puisque c'est lui qui tient la veillée. Et il demande, pour maintenir cette veillée, à son audience de répondre par des écrics et des écracs. Donc il y a l'espace, l'audience qui répond. Ça fait un deuxième cercle, un deuxième espace de voix. Il y a aussi autour du défunt qu'on appelle Koa, qui est exposé avec des gens autour qui font des prières. Troisième chant. Il y a aussi, en général, une buvette où les gens vont se désaltérer. On entend des éclats, des voix, le 4e chant. Et puis, il y a une circulation dans l'espace, 5e espace. Et tout ça se mélange et donne la veillée du soir jusqu'au petit matin. Ça, c'est ça. Ça, c'est la beauté de tout ça. Alors, ça donne cet esprit et cette polyphonie. Polyphonie harmonieuse. Et alors, esprit des bons lieux. Alors, l'esprit des bons lieux, c'est justement le fait de retrouver cette césure, cette séparation du mot belley. Ça nous donne cette possibilité
au-delà des soirées bel air qui sont des bons moments aussi. Mais il y a d'autres bons moments qui ne sont pas que la soirée bel air. Le bel air est plus large qu'une soirée bel air. On retrouve effectivement des moments, la veillée, c'est une fin de vie, mais c'est un moment où on célèbre celui qui est parti en racontant son histoire. D'ailleurs, vous disiez le corps. Le corps, voilà. Ouais. Hein, puisque l'esprit s'en va. Il y a aussi le moment où un enfant arrive. Il arrive, et bien sûr, dans le village, dans la campagne, on va faire les gestes nécessaires pour accompagner la femme à mettre au monde, et avec les pratiques des femmes qui aident celle-là à cette venue au monde. Il y a ces moments aussi de célébration de la terre. On se rassemble pour faire ce qu'on appelle la fouilletaie, c'est-à-dire labourer la terre avec ses solidarités. Il y a souvent dans ces espaces de bon-lieu des gestes de solidarité. Par exemple, les gens, quand ils faisaient leur maison, ils s'entraidaient pour faire le terrassement, pour organiser son espace, pour être dans un espace où les vibrations sont bonnes, comme le feng shui. Donc tous ces éléments-là participent à la vie. Oui. Et, ça démontre bien que c'est une manière de vivre. Tout à fait, une manière de vivre. Une pratique beaucoup plus large que la danse. Et chercher que dans sa vie où on survit, malgré les difficultés, on cherche à trouver des espaces où on vit bien, on est de bonnes vibrations. C'est tel qu'un bonjour. Un bonjour, c'est une sorte de célébration. Quand on croise un individu, parce qu'on ne dit pas bonjour comme ça, mais le bonjour prend le temps de dire bonjour. Hein, et avec des choses qui donnent des réponses, des échos qui sont fabuleux. Oui. Ça, c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai fait un poème qui porte sur le bonjour. J'ai dit bonjour. Absolument. Oui. Alors, on voit bien que ça dépasse simplement une danse ou une musique. C'est vraiment un art de vivre, une manière de vivre dans une communauté aussi, avec le respect de l'autre et toutes ces valeurs, en fait, sacrées et anciennes. Aujourd'hui, c'est 20 ans après la publication de votre premier ouvrage sur le Bélait. Est-ce qu'on peut dire que c'est un véritable hommage que vous rendez aux anciens, à la tradition des anciens? Est-ce que, à cette manière de vivre en communauté, on l'a dit, le respect de la terre, le respect du sacré, le retour aux valeurs, est-ce que c'est une sorte de plaidoyer pour ne pas oublier cette pratique de nos anciens? C'est-à-dire que le monde, quand on le regarde, on est obligé de se questionner. Et la poésie aussi, elle est là pour essayer de trouver des espaces pour que la vie on puisse survivre et résister. Oui. Et effectivement, ça vient comme ça, mais c'est des moments qui émergent parce que le regard de la terre, le regard des pratiques de manière de vivre sont importantes dans la difficulté que traverse cette société, avec toutes les difficultés de tous les jours. Donc, il est important pour nous de regarder nos traditions qui nous permettent toujours de nous refonder et de continuer, parce qu'elles nous apportent toujours cette respiration, ce souffle, cette beauté qui est là. C'est ça, mais pas de la faire de façon trop réductrice. Oui, c'est parce qu'en fait, souvent, il y a une confusion entre l'identité et la tradition. La tradition reste toujours quelque chose qui est très ouverte et qui permet d'avoir des relations avec le monde. Parce que la tradition n'est jamais quelque chose de fermé. Elle est une dynamique et elle apporte toujours un accueil et une célébration de la vie. Donc les êtres humains sont toujours ouverts sur ce qui se passe dans le monde, ils ne sont jamais enfermés sur eux. Alors vous traduisez toute la beauté de cet univers à travers la poésie. On y retrouve le rythme, le silence, l'invisible, les séparations, la respiration. Un peu comme dans le Bélait d'ailleurs, votre poésie illustre bien cette pratique. Est-ce que c'est à travers la poésie que vous choisissez de nous transmettre toutes ces émotions? Oui, c'est-à-dire que Est-ce que c'est votre mode d'expression de prédilection quelque part? Oui, la poésie permet de se retrouver, d'être à l'écoute, parce que le silence est aussi important pour entendre ce que dit l'autre. Parce que des fois, il y a beaucoup de brouhaha et on n'entend pas ou bien on ne peut pas parler. Et souvent, quand on pense à l'enfance, c'est des moments fabuleux. Le poète aime bien l'enfant parce que l'enfant reste toujours dans cette simplicité de la vie et de l'insouciance. Et il a aussi souvent les sens hyperactifs, ouverts. Et souvent, ils sont interconnectés, ce qu'on appelle la synesthésie.
Oui. Le toucher, le goûter, l'écoute, tous ces sens sont hyper sensibles et sont en relation ce qui lui permet de découvrir avec émerveillement le monde. C'est ça. Et souvent, au départ, il est dans le silence de l'écoute et c'est à partir de là qu'il forme le langage. D'ailleurs, vous dédiez votre livre à votre petit-fils. Oui, oui, tout à fait, parce qu'il est fabuleux. Ouais. Il est fabuleux. Il me fait rire tout le temps parce que je le vois dans ses gestes. Justement, souvent, il fait des galipettes et ça, c'est toujours magnifique, quoi. Alors, il faut lire vos poèmes parce que c'est pas que des mots, en fait. C'est aussi des espaces, des capitales, des silences, des ruptures dans la mise en scène, en fait, de vos poèmes sur le papier. J'ai envie de vous demander de nous lire un de vos poèmes, parce Oui, qu'on bien parle sûr. de poésie et Bien sûr, bien c'est sûr. intéressant de vous entendre. Oui. Alors, je vais vous lire un poème qui s'appelle Poeta, qui parle du poète, qui parle de la poésie. Donc, on pourra un peu sentir les choses du langage. Oui. Poète, poète, je viens te voir dans ton coin du monde ce soir. Je viens te voir. Passer parfois des heures à l'ombre de ton ajoupa sans mot dire. Je reste juste pour entendre ton dire, ton silence, un souffle. Poète, tu as ouvert mes yeux avec l'eau de la rosée du matin. Je vois le monde et ses agitations. Je suis devenu un lecteur, regard profond. J'apprends à lire dans les corps, la terre. Je sonde et j'écoute. Poète, chaman, regardeur d'affaires. Tu me parles des arbres qui tombent, des peuples qui se suicident, de la malbouffe de la terre empoisonnée, des oiseaux qui parlent les champs bruyants de la ville. Poète, ta main dans les friches et les nouveaux déserts, tu écris tes poèmes pour arroser, féconder la terre, éteindre la folie, le feu du progrès. Toupie qui court tout partout. Je vois dans la plaine cette brume de sable qui s'endort blaise pour nous transformer en dunes. Le désert court le monde à l'aise, et la parole politique sèche et revêche sans canaille. Profite indifférente, responsable, jamais coupable. Poète, les enfants rêvent, chantent tes mots en ritournelle, appellent tes appels. Calypso, poème, tes écriers pour réenchanter ce monde. Magnifique. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour ce partage. Alors, je sais que vous êtes très... Bien sûr, vous adorez lire, vous aimez beaucoup la littérature et en particulier les ouvrages sur les traditions et la terre. Et je vous propose de nous présenter votre coup de cœur littéraire. Jean-Marc, vous avez choisi de nous présenter Sentir, penser avec la terre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, je propose ce livre qui est un livre écrit par un anthropologue colombien, Arturo Escobar, et il apporte une réflexion, une proposition pour penser demain la vie, la terre. Et c'est un petit peu une réflexion qui m'intéresse. C'est un auteur, un universitaire très connu en Amérique latine, aux États-Unis, qui commence à être connu en France, puisqu'il est traduit récemment. Et son travail s'inscrit dans un regard critique de la société moderne qui nous amène à beaucoup de difficultés dans ce monde, avec une vision dualiste, binaire, on pourrait dire, la nature, la culture, cette séparation, l'esprit, le corps, la séparation. Penser la raison, l'émotion, penser la science, le profane, penser les humains, les non-humains. Donc cette séparation nous amène à un peu ce chaos. Et il revient sur ce qu'il appelle, pour proposer cette alternative, à une cosmovision. C'est-à-dire penser la Terre, où on voit que dans cette Terre, tous les êtres qui sont sur cette Terre, qui sont humains ou pas humains, sont des êtres sociaux. Alors, il y a un autre anthropologue qui avait commencé ce travail en montrant les ontologies dans le monde, qui est Philippe Descola, un Français. Et justement, il montrait, que dans son expérience, quand il est allé chez les Achois, il n'arrivait pas à comprendre ce peuple. Parce qu'il était dans cette pensée structuraliste. Et quand il a compris que ce peuple, la Terre n'existe pas pour ce peuple. Parce que tous les êtres qui sont sur la Terre sont des êtres sociaux. Ils ne font pas la différence entre la nature et la culture. Ça n'existe pas, la nature.
Alors, il s'inscrit dans cette pensée et dans la pensée décoloniale. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut qu'on crée une ontologie politique avec une vision relationnelle et une dimension pluriverselle, en puisant avec une recherche autant sur la partie scientifique des chercheurs, des penseurs, mais aussi en intégrant les gens qui sont dans des alternatives ou qui sont marginalisés. Par exemple, en Colombie, il y a les Indiens qui sont marginalisés, il y a les Afrodescendants dans le sud de la Colombie. Donc, tous ces peuples apportent une richesse à partir de leurs expériences. C'est un peu comme le Belay chez nous. Donc, puiser ces expériences pour pouvoir repenser le monde avec des alternatives, pour penser autrement ce monde avec le commun, la relation et la cosmovision et le pluriversel. Et le rôle de la Terre. Et la Terre, bien sûr, fondamentale. Au centre. Est-ce qu'on peut faire le lien avec le Belay? Oui, c'est pour ça que quand j'ai lu ce livre, il m'apporte aussi des pistes et de continuer ma réflexion et de voir que finalement, comme on disait, la tradition ne nous enferme pas, puisque justement, la Terre nous ouvre et nous permet de faire un projet de développement pour l'humanité. C'est ça. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Marc pour ce partage. Notre émission s'achève. Merci de nous avoir partagé toutes ces réflexions sur le Belay et d'avoir fait évoluer aussi la vision que beaucoup de personnes ont sur cette tradition et pratique martiniquaise. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de notre émission littéraire Au gré des pages pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.